Aujourd'hui, on va discuter de notre scolarité en tant que personne neurodivergente. En ce qui nous concerne, c'est principalement l'autisme, mais on débordera probablement un peu sur les troubles de l'attention. C'est important de préciser qu'on a une expérience qui est probablement très différente de personnes diagnostiquées pendant leur scolarité, puisque notre profil particulier n'a pas été reconnu, pris en charge ou quoi que ce soit. La condition de être diagnostiqué, elle n'est pas forcément mieux, mais c'est quand même probablement différent. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'est pas tous diagnostiqués formellement ici. Salut, moi c'est Julien, j'ai fait ma scolarité en France, j'ai 24 ans et mes pronoms c'est il, lui. Moi c'est Noah, j'ai 21 ans et mes pronoms c'est il. Moi c'est Ellie, j'ai 22 ans et mes pronoms c'est égal. Alors moi c'est Liana, j'ai 23 ans et mon pronom c'est elle. Quand vous étiez petit, vous faisiez quoi pendant la récré ? Je ramassais les cailloux et je les alignais au bord. Il y avait une petite bordure genre type trottoir le long d'une barrière et je ramassais les cailloux. Mais ça c'était genre en enfantine parce que les gens ils faisaient des jeux, je comprenais pas trop le concept. Après, plus tard, il y a eu des jeux un peu plus clairs du type genre la puce ou fille attrape garçon. Mais petit, les gens faisaient un peu des jeux de rôle bizarres. Pas pour moi. Moi, je collectionnais les cailloux. Avec quelqu'un, genre, je pense le concierge, visiblement le soir, il enlevait mes cailloux de la bordure. Donc ça veut dire que je pouvais recommencer à toutes les récréations. D'accord, donc un début, ça commence fort là. Ça commence fort. Tona, tu faisais quoi pendant la récré ? Moi, j'étais soit avec mes, entre guillemets, amis de l'époque, parce que j'avais très peur d'être tout seul. Ou alors, si on pouvait, une fois par semaine, on avait le droit d'aller, telle et telle année, avait le droit d'aller à la bibliothèque. Du coup, moi, j'allais à la bibliothèque. Et du coup, je me mettais dans un fauteuil, un peu dans un coin, puis je dissociais pendant 15-20 minutes le temps de la récré. Fun. Toi, tu faisais quoi ? Quand j'étais petit, j'ai assez peu de souvenirs, mais... J'ai déjà eu des moments, je sais que j'ai eu des moments où j'ai complètement déconnecté et juste je jouais genre tout seul à m'imaginer dans un monde ou un truc comme ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs de jouer avec les autres enfants, mais je peux pas en être certain parce que j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais vraiment petit. Toi, Liana, qu'est-ce que tu faisais à la récré ? Alors quand j'étais toute petite, en enfantine, on jouait aussi à surtout garçon attrape-fille, je crois. D'ailleurs, c'était très problématique comment ça se passait, mais passons, c'est pas le sujet. Mais après, en primaire, alors soit je jouais au chat avec ma meilleure amie de l'époque, au chat dans le sens où c'était mon chat, pas on s'attrapait. Voilà. Voilà. Mais sinon, pendant très très longtemps, je ramassais les déchets pour pas que les renards les mangent. Oh. C'est trop mignon. C'est très adorable. Mignon. Ça vaut pas la collection de cailloux, mais c'est très mignon. Ouais, c'est vrai que ça vaut pas la collection de cailloux, je te rejoins. Non, mais c'est bien, on est tous très clichés pour commencer. Comme ça, on non, il y avait pas que les cailloux, parce qu'il y avait aussi une petite forêt, tu pouvais faire les feuilles. Oh. T'avais une petite forêt ? Pas mal. Il y avait une sorte de petit bois où genre il y avait des petits passages, tu pouvais courir dedans. Tellement stylé. C'est génial. Et du coup, tu pouvais collectionner les feuilles. Mais bon, une fois que t'as fait le tour des arbres, tu peux pas non plus. Donc t'as fait des herbiers et des tas de cailloux. Et j'ai mangé la même récré pendant, je pense, 13 ans. Une carotte et un pain d'épices. Et des fois, on avait le droit de dessiner à la craie aussi. Oh, la chance. Voilà. Mais du coup, un peu plus vieux, parce que là, moi, j'ai surtout répondu en enfantine, mais moi, un peu plus vieux, donc l'époque de la primaire. Ça dépendait, mais beaucoup de jeux de rôle avec les autres enfants, genre les autres enfants bizarres, les intellos. Moi, je faisais partie des intellos, donc du coup, je jouais avec les intellos. Et avec les autres enfants bizarres, on faisait des jeux de rôle où genre on faisait on avait des pouvoirs et on courait dans la cour et on s'y croyait quoi. C'est beaucoup de ce truc là. Et sinon la deuxième chose c'était il y avait énormément de modes sur les jeux quand on était petit. Je sais pas si c'était le cas pour vous aussi, mais il y avait une année c'était les billes, une année c'était les cartes Pokémon, une année c'était les toupies Beyblade, une année c'était les cartes Yu-Gi-Oh, les Lego, les trucs comme ça. Et donc du coup j'étais obsédé à chaque mode par le nouveau jeu et à chaque fois je voulais absolument jouer à ça et ça allait aussi par là, et c'était aussi une façon de faire un lien avec les autres, je pense, de mon côté. Alors moi, justement, on avait les billes, surtout, je me rappelle, parce que j'avoue, tout ce qui est cartes, je me suis tellement jamais intéressée que je suis pas au courant. Mais on avait les billes, sauf que j'ai jamais eu de billes, j'ai jamais joué aux billes avec les autres. Justement, il y avait ça, mais j'ai personnellement pas du tout participé. Ouais, moi non plus. Moi, il y avait les toupies Beyblade, mais j'avais pas le droit d'y jouer, parce que j'étais une fille. Du coup, je regardais de loin. Moi, j'étais déjà un peu plus... j'ai l'impression que j'étais déjà un peu plus grande. Je sais pas, mais on devait déjà avoir 10 ans quand il y a eu les toupies, ce genre de choses. Je me souviens que plus jeune, il y avait les collections des autocollants et des... genre les nanos, les trucs comme ça, de la Migros ou de la Coop qui faisaient. Et ça, c'était des collections à chaque tranche de je sais plus combien d'argent. La Migros donnait un truc aléatoire et après, il y avait une collection complète à faire. Et je me souviens que mon truc principal, c'était de faire des deals pour avoir la collection complète, dont les spéciaux. Liana a un truc à dire. Ouais,
Non, c'est Moi, lui j'ai qui a un un truc. truc à dire. Julien, un truc à dire. Non, mais il se trouve qu'on avait le truc un peu avec le même fonctionnement. Moi, c'était pas la Migros parce que j'étais en France, mais c'était Carrefour. Et il y avait les cartes Carrefour et ça a été tout un truc. Et en fait, avec un pote, on a vraiment genre créé un casino qu'on a appelé le Caroufzino. Et j'ai créé des jeux d'argent où tu pariais les cartes. Oui, alors, il n'y avait Il y pas avait d'argent. Il n'y avait pas d'argent, mais je m'étais fait défoncer quand même. Et donc, du coup, ils pouvaient parier une carte. Et puis, on avait inventé le jeu de la colle, par exemple, où c'était un genre de roulette, mais avec un bâton de colle. Parce que le bâton de colle, il est cranté sur les côtés. Et on a colorié un cran. Et puis, tu faisais rouler la colle. Et puis, si ça tombait sur le côté colorié, bah, tu gagnais la carte rare qu'on avait promis. Sinon, c'est eux qui te donnaient la carte qu'ils avaient pariée. Voilà, donc il y en a un qui a inventé un casino à 6 ans et l'autre qui faisait des collections, si on résume. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, de manière générale, quand vous étiez petit, ça se passait comment avec vos camarades de classe ? Mal. Honnêtement, très mal. Tu veux développer ? Oui, bien sûr que je peux développer. C'est parti. Non, je sais que... En fait, j'ai très très peu de souvenirs de avant le collège. J'avoue que j'en ai quasi pas, du coup ça je peux pas trop le dire. Mais pendant le collège, harcèlement, du coup, forcément. Enfin, forcément. Du coup, une chose entraîne une autre, donc harcèlement. Et du coup, les amis que j'avais, c'était pas du tout des bons amis, c'était hyper toxique et tout, mais j'avais besoin de pas être seule, sinon c'est la grande panique, je suis tout seul, et puis, c'est fait, je m'attachais à tout le monde et n'importe qui, quoi. Tant qu'une personne voulait bien me parler pendant la récré, je me dis, c'est mon ami. Et est-ce que, ça c'est possible qu'on l'ait un peu tous vécu par période de se faire adopter par d'autres gens et après genre juste d'un coup ils te lâchent sans prévenir. Je pense en tout cas les amitiés qui se terminent d'un coup de manière pour nous parfaitement imprévisible, j'ai l'impression que c'est assez commun de pas avoir. En fait je pense que c'est parce qu'on n'a pas les codes et du coup genre tu fais des trucs que eux ils considèrent bizarres ou entre guillemets faux et du coup un jour juste ils en ont marre et ils tournent le dos. Je pense que ça arrive assez souvent. Clairement, ouais. Oui, je pense. Après, moi, je sais que les 2 premières années d'enfantine, où t'es très jeune, je dirais pas que ça s'est mal passé, c'était plutôt assez neutre, où genre les gens, on interagissait, c'était un peu minimum d'interaction. Je dirais pas que ça se passait mal. Et après, je me suis justement fait adopter par des gens plus sociables, plus normaux, tout ça. Et ça a duré assez longtemps, presque jusqu'à la fin, jusqu'à mes, 12 ans. Donc ça fait quand même beaucoup d'années avec la même personne qui m'avait adoptée et ça s'est terminé assez brutalement où j'ai pas trop compris et j'étais en mode voilà et où vraiment au final moi j'étais juste en mode je fais pareil et tout va bien se passer, suivons le mouvement, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais du coup ça me parle pas mal ce que tu dis, genre dans le sens où moi plus tard dans la scolarité mais genre j'étais dans des groupes mais je me sentais pas genre vraiment partie du groupe, je me sentais plus comme la pièce rapportée que les autres tolère mais sans plus, tu vois, j'avais pas l'impression d'être un membre actif du groupe, juste je chillais avec eux et j'avais pas l'impression de trop les déranger. Ouais. Moi, je dirais qu'il y avait un groupe qui s'est formé un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on m'a adopté en premier et après il y a eu la formation d'un groupe qui était un groupe du coup majoritairement de filles et pendant 2-3 ans ça s'est passé assez bien et après il y a eu des histoires d'amitié plus amies, dans le groupe des filles étaient amies plus amies, elles se faisaient la gueule, et moi je comprenais rien et j'étais là genre pourquoi vous parlez plus et je peux plus faire le trajet, je comprenais que dalle et j'étais toujours là en mode j'attends, j'ai pas compris. Mais est-ce que vous avez vécu ce truc d'avoir des quiproquos un peu avec vos amis ou genre de pas comprendre justement ce qu'on te reproche ou avoir de la peine à lire les émotions des autres ou quelqu'un va être très énervé pour un truc et toi tu vas pas du tout comprendre d'où ça sort et du coup pas réagir d'une manière qui est considérée comme appropriée, genre ce genre de choses? Moi c'est arrivé plus tard je dirais ce genre de choses parce que petite je faisais quand même beaucoup d'évitement émotionnel de manière générale donc moi je m'énervais très peu et on me reprochait pas grand chose de manière générale parce que j'étais assez discret donc c'était rare que des gens soient énervés contre moi. Après c'est arrivé à quelques reprises genre dans une de mes classes mais ça devait être en 6e Armos, donc 8 ans, on avait chaque semaine un conseil de classe où tu pouvais en fait mettre des petits billets pour dire je remercie, j'apprécie, je déteste et j'aimerais que. Et du coup, chaque semaine, on ouvrait les petits papiers et une semaine, quelqu'un a dit que du coup, je déteste moi et pour une raison, un truc que je me souvenais même pas avoir fait. Et genre vraiment, j'étais en PLS genre pendant 1 mois après parce que je comprenais pas ce qu'on m'avait reproché, je comprenais pas ce que j'avais fait à la personne et genre j'étais en mode voilà. Tu viens de débloquer un souvenir
horrible d'un conseil de classe où c'était une autre fille de ma classe qui avait une situation un peu compliquée. Et en fait, genre, moi, je m'entendais pas bien avec elle. Et un jour, on a eu un conseil de classe parce que c'était un problème général. Genre, en gros, la maîtresse nous a dit faut arrêter d'être des très mauvaises personnes avec cette fille-là. Et il y a, je sais plus comment c'est sorti, mais en gros, quelqu'un a dit ouais, non, mais elle a fait ça en parlant de moi. Moi, j'avais fait un truc contre cette fille. Apparemment, je m'en rappelle pas. Et tout le monde a genre témoigné contre moi, entre guillemets, genre vraiment. La maîtresse a demandé ah c'est vrai ça, et genre tout le monde dit oui, même ma meilleure amie de l'époque, et genre moi j'étais là mais meuf ça se fait trop pas, tu m'as lâché là, genre. Et en fait je me rappelle juste, je me suis sentie trop mal, tu sais, t'as tout le monde qui te monte dedans en mode ouais elle a fait ça, et en même temps tu sais pas ce que t'as fait, tu t'en rappelles pas, t'as pas compris qu'il fallait pas le faire, et c'est pas genre non plus méga bienveillant, genre comment on t'explique genre alors non faut pas faire ça, souvent genre moi ça m'est arrivé qu'on s'énerve contre moi et que je suis en mode ok, j'ai fait un truc faux, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Bon, moi, on m'a aussi accusé de genre trucs que j'avais pas fait. Genre, on m'a accusé une fois d'avoir encollé la chaise d'un type sur le téléphone. Ce n'était pas moi. T'aurais dû le faire en fait. Je n'ai pas collé la chaise du. Enfin, je m'en fichais de ce. Enfin, voilà. Et vraiment, c'est parti en méga drama dans la classe. Et genre, ça fait un peu tribunal où il faut genre prouver que t'es innocent. Et t'es là, genre, mais. J'ai 7 ans, je sais pas comment on fait. Voilà, je n'ai pas compris le concept. Et c'est un peu comme il y a des gens qui t'aiment pas. Enfin, dans mes classes, ça arrive assez souvent qu'il y ait genre une ou deux personnes qui elles t'aiment pas. Genre, elles te détestent. Pour aucune raison que toi, tu es capable de comprendre. Et c'est arrivé avec une fille qui a été avec moi, du coup, les 12 ans de scolarité obligatoire. Toutes mes classes, elle était avec moi. Elle pouvait pas me saquer. J'ai jamais trop compris pourquoi. Voilà. Et bon, alors, les 3-4 dernières années, on a un peu... Enfin, elle a grandi aussi, du coup. On faisait plus, elle me détestait moins activement, c'est plus de la tolérance. Mais vraiment, le fait que genre, des gens t'aiment pas, toi, tu comprends pas pourquoi, et t'essayes de faire un peu bien, et ça marche pas, et les gens t'aiment quand même pas, ils veulent quand même pas jouer avec toi, c'est un peu difficile. J'ai l'impression qu'on se fait très facilement mettre à l'écart, et justement, souvent, on comprend pas pourquoi. Et en tout cas, pour moi, je pense que genre hyper jeune, ça a créé un truc un peu dur à vivre, où tu sais que tu fais faux, tu sais que les gens te trouvent bizarre, tu veux changer, mais t'as genre aucune idée de comment... Vu que tu sais pas ce que tu fais faux, tu sais pas comment tu peux t'améliorer, et ça te bloque dans un truc où t'as une estime de toi un peu dégueulasse, où tu intériorises de la culpabilité un peu juste d'exister, parce qu'à ce stade, genre, on te reproche tellement de trucs que tu comprends pas, que c'est juste le genre... Ok, donc en fait, juste le fait que je respire à côté de toi, ça te dérange. Justement, genre les gens qui te détestent, mais t'as aucune idée pourquoi. Et du coup, je pense... En tout cas, personnellement, j'ai vachement intériorisé cette juste culpabilité d'exister. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété sociale qui est venue de là. Et c'est un peu horrible d'être bloqué avec ce truc de « Ok, je suis bizarre et je fais faux ». Je le sais, je pense que les gens, ils se rendent pas compte... Enfin, en fait, on sait qu'on est bizarre. Et je pense qu'il y a plein de gens, ils se rendent pas compte qu'on sait qu'on est bizarre. J'ai l'impression que très vite, tu comprends que t'es pas normal et que du coup, tu dois être normal. Mais que tu sais pas du tout comment être normal et que tu vois pas où il est le problème et où sont les trucs qui font que t'es pas normal et qui font que bah, t'essayes d'être normal un peu désespérément, tu fais un peu tout, n'importe quoi. Tu te prends la tête, t'es pas bien, et que ça marche quand même pas. Et du coup, ça renforce le truc que, de mauvaise estime de soi. C'est marrant, moi, ça, parce que je l'ai jamais mis sur le fait d'être bizarre. J'avais pas l'impression de faire quoi que ce soit de faux, et d'ailleurs, j'étais même persuadé de pas faire quelque chose de faux. Mais je le mettais juste sur le fait que les gens voulaient pas être potes avec un gros, et c'est marrant parce que maintenant, peut-être que je me dis, en vrai, j'étais peut-être bizarre, mais avec le recul... Peut-être, mais quand j'étais petit, je voyais pas du tout de... Sur le moment, tu te sentais pas bizarre? Pas trop. Enfin, je voyais que j'étais pas populaire. Et ça m'énervait de pas faire partie des gens populaires. Enfin, pas que je les trouvais cool, mais parce qu'ils avaient pas de problème, eux, sur ça. Et c'était chiant, et pourtant j'étais marrant, et ils me trouvaient marrant aussi. En fait, j'ai toujours été un petit clown, et c'est seulement grâce à ça que j'ai, genre... continuer d'exister un petit peu malgré tout, et j'étais marrant et je faisais clown, et donc du coup c'est comme ça que je continuais d'exister et que je faisais en sorte de pas mourir socialement en fait, et sans ça j'étais vraiment rien du tout, et du coup je pouvais pas être bizarre. Donc est-ce que je faisais rire les gens bizarrement, ou est-ce que je les faisais pas vraiment rire, ou est-ce que juste il fallait pas être pote avec un gros parce que j'étais gros et pas populaire, et donc c'était tout. J'avais assez peu d'indices sur qu'est-ce que j'ai fait. Et je m'en voulais pas sur cet aspect-là, en tout cas. Je rebondis juste sur le fait de faire rire les gens. Je sais pas du tout si c'est ton expérience à toi, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez commun aussi, c'est le fait que les gens, ils vont... En fait, tu te rends pas compte que les gens, ils rient de toi et pas avec toi quand t'es
surtout quand t'es petit, je pense. Mais c'est genre, tu sais, ce truc de... Je vais donner un exemple bateau qui m'est pas arrivé, mais un groupe de filles qui vient vers toi et qui te dit « Ah, elle est trop jolie ta jupe, elle vient d'où ?» Et toi, tu réponds méga honnêtement « Ah, merci, elle vient de là. » Et en fait, elles font « Ah, ok, trop cool. » Et genre, elles rigolent entre elles et t'es pas en train de comprendre qu'elles se foutent de ta gueule, mais c'est totalement ça qui se passe. Et moi, je l'ai pas trop vécu exactement comme ça, mais je crois que c'est assez commun d'avoir ce genre de quiproquo où tu comprends pas que les gens... Enfin, genre, tu dis un truc, les gens rigolent, et toi, tu te demandes, ah, j'ai dit un truc marrant, haha, je vais rigoler aussi, mais en fait, tu sais pas ce qui est marrant. C'est pas marrant. Et moi, ça m'a rendu parano au fil du temps, ça, pour le coup. J'ai arrêté d'être le clown de tout le monde. Pendant toute ma scolarité, je rigolais avec tout le monde au début, et à la fin, je rigole que avec ceux que j'ai décidé que je pouvais. Et j'ai pas du tout eu... Ouais, j'ai désappris le fait d'être un clown de fou, parce que j'ai trop peur qu'on se foute de ma gueule, en fait, et c'est genre... le pire truc qui puisse m'arriver, je pense, dans mon ressenti. Alors, pour ma part, en tout cas, c'était surtout le fait de devenir parano. Comme tu dis, tu sais, quand t'as un groupe de filles qui te demandent comment... t'as trouvé où ton vêtement, machin. Puis qu'après, elles rigolent. Toi, tu rigoles, mais tu comprends pas. Du coup, au fur et à mesure du temps, à chaque fois que quelqu'un rigole, même si c'est pas dirigé envers moi, je me dis qu'il rigole de moi, même encore maintenant. Quand je suis dans les transports, puis que j'entends genre... un groupe de collégiens, collégiennes, peu importe, rigoler ensemble, je me dis, putain, ils se foutent forcément de ma gueule, j'ai sûrement fait quelque chose de mal, je dois mal me tenir, je dois avoir un truc sur le visage, juste ils se foutent de moi, quoi, c'est tout. Je suis comme toi, hein. J'ai aujourd'hui toujours beaucoup de mal avec les groupes de jeunes. Moi, ça me terrorise. Honnêtement, j'ai hyper honte de l'avouer, mais quand je vois un groupe de collégiens ou collégiennes arriver, ça m'angoisse tout de suite. Je déteste ça aussi. Hein. Mais à part ça, je crois que ça, c'est genre vraiment très commun. Genre moi je l'ai un petit peu moins maintenant parce que j'ai recôtoyé en fait des ados dans le cadre de mes remplacements à l'école et en fait quand tu les recôtoies tu te rends compte qu'ils trouvent tout et n'importe quoi gênant et au final ils sont dans leur truc, oui c'est marrant, allez, enfin ils rigolent pour tout et n'importe quoi, c'est pas grave, mais en vrai je crois que on a tous un peu ce truc de ah ils se moquent pas de moi, tout va bien. Ouais, alors moi un peu moins, alors oui mais c'est venu je dirais plus tard quand même, mais parce que petit, on ne s'est pas beaucoup moqué de moi activement. Mais aussi parce que j'interagissais très peu avec les gens, en fait. Et je n'avais pas d'amis. Et les autres gens venaient pas particulièrement vers moi petit. Je sais pas, à partir de 12-13 ans, quand tu arrives dans l'époque où les gens commencent, je sais pas, à faire plus attention à comment tu es habillé ou si tu as les chaussures de telle ou telle marque. Là, oui. Tandis que plus jeune, il n'y avait pas tellement ça. Et c'était vraiment plus sur le fait que... j'étais un peu bizarre parce que je voulais pas jouer avec les gens et j'aimais pas jouer comme eux et c'était pas normal dans la manière de faire et il y avait des trucs qui me bloquaient des fois par exemple pour les cours de sport ou ce genre de choses que je voulais pas faire et que on t'oblige à faire ou même dans les jeux, la manière de jouer elle est différente. Moi j'aimais bien, par exemple je sais pas en classe tu peux avoir une ferme avec des animaux, je sais pas, aléatoirement, et moi j'aime pas jouer avec, j'aime pas inventer des histoires, j'aime mettre en place et aligner mes chevaux. Les gens, ils veulent jouer avec. Du coup, t'as un conflit autour de comment on va gérer la ferme, ce qui est embêtant. Et du coup, en fait, j'ai passé ma majorité de la scolarité à soit faire des jeux seuls, genre des jeux de construction, ou des dessins, beaucoup de dessins, des coloriages, des bricolages tout seul. Et c'est un truc qui a été assez vite remarqué par mes profs. Genre, par exemple, on avait toujours à la fin d'année des commentaires du professeur. Et moi, le commentaire, je pense sur mes 15 ans de scolarité, ça a été toujours... participe peu et ne s'intègre pas au groupe. Voilà. Bon élève, mais pourrait prendre part plus à la vie de classe. Pourrait plus participer. Pour revenir un peu sur notre compréhension des situations, des codes sociaux, etc. C'était une situation que moi j'ai eue où on était à la natation avec l'école et quand on est sorti dans les vestiaires, il y a le petit frère d'une fille de ma classe qui était dans les vestiaires, genre il a juste passé sa tête dans la porte des vestiaires et moi j'ai juste dit Elsa, ton frère il est bête, il est venu dans le vestiaire des filles. Le drame. Elle a commencé à pleurer. J'aimerais rappeler que j'ai dit qu'il était bête, je n'ai rien dit de plus, je n'ai pas utilisé un autre mot, j'ai dit ton frère il est bête. Elle a commencé à pleurer, toute la classe a commencé à lui faire des câlins, oh non t'inquiète ça va aller, toi le monstre qui l'a fait pleurer, et j'étais juste en mode les gars, j'ai dit que son frère, il était bête parce qu'il était venu dans les vestiaires. C'était peut-être pas le bon mot. Je crois que c'était pas dramatique. C'était un petit de 4 ans qui est rentré dans les vestiaires. Mais genre, dans l'idée, je trouve pas non plus que c'était... En fait, à ce jour, je comprends toujours pas pourquoi c'était un drame.
Et genre vraiment, quand je suis sortie mettre les chaussures, t'as vraiment son père qui était là, qui dit « Non mais tu sais Elsa, elle le connaît pas ton petit frère, ce qu'elle dit sur lui, ça veut rien. » Mais les gars, vous en faites des caisses. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas les codes sociaux. Non. Et qu'apparemment c'était un drame de dire ça, et qu'encore aujourd'hui, je trouve que c'était pas dramatique. On était en primaire. Hein. Mais ça me rappelle beaucoup de choses de genre où des gens étaient fâchés parce que je les avais insultés, alors que genre, il me semble pas, mais peut-être que en fait... J'étais peut-être un petit peu trop honnête et j'ai dit qu'ils étaient bêtes. Peut-être. Mais je me souviens pas de toutes les situations, mais ça me rappelle des trucs. Mais j'ai eu une situation aussi où je pense que c'était un peu de la pensée trop littérale de ma part et un manque de convention sociale. Il y a une amie de l'époque, on est toujours amies, plot twist, qui était allée dire à la maîtresse que j'avais fait quelque chose, je sais plus quoi. Et la maîtresse m'a dit il faut que tu t'excuses. Et moi, je suis en mode, bah non. Puis, bah si, il faut que tu t'excuses. Et moi, je suis là, mais je suis pas désolée. Et elle a commencé à un peu s'énerver en mode, mais tu t'excuses maintenant. Genre, en fait, le truc à faire, c'était s'excuser. Alors, je suis toujours autiste, croyez-le ou non. Du coup, je trouve toujours que s'excuser quand t'es pas désolé, ça sert à rien. Et qu'il vaudrait mieux m'expliquer pourquoi c'est pas bien ce que j'ai fait, plutôt que de me forcer à m'excuser de manière, genre, artificielle. C'est débile. Mais voilà, ce truc, en fait, elle a commencé à s'énerver en mode, tu t'excuses maintenant. Et moi, j'étais juste là, mais je suis pas désolée. Si je lui dis je m'excuse, ça n'a pas de valeur, je suis pas désolée. Voilà, donc ce truc un peu de penser trop littéralement et en parallèle de pas avoir trop les codes, enfin genre qui font des conflits un peu bizarres comme ça, où tu comprends pas l'ampleur que prennent les choses et tu comprends pas, enfin ça revient un peu aussi sur ce truc de pas comprendre ce qu'on te reproche. J'étais là, en fait quand tu dis je suis désolée, un prérequis c'est d'être désolée. Et du coup bah là je le suis pas, donc c'est complètement con de me forcer à m'excuser, voilà. Mais de manière générale, la gestion de conflits, genre ça peut arriver, nous, je sais qu'on a déjà eu des médiateurs en classe, alors pas pour moi, mais où après, les professeurs ont voulu appliquer des trucs que les médiateurs théoriquement avaient appris. Et genre du coup, les profs te font discuter avec l'élève, je sais pas quoi, machin. Et à la fin, tu dois t'excuser. Et moi, j'étais là, genre, mais je vois toujours pas où il est le problème. Et je comprends pas pourquoi on en fait des caisses. Et ça retombe sur le fait que c'était pareil dans mes groupes d'amis où il y avait des dissensions. Oula, dissensions entre des groupes de filles qui avaient absolument... pour moi, aucun fondement était puéril et stupide, et où je comprenais pas le pourquoi du comment et pourquoi ça prenait autant de place. Et vraiment, c'était... Je passais mon temps à être un peu en mode, je ne comprends pas ce qui se passe, mais d'accord, visiblement, c'est important. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote ? Fais seulement. Parfait. J'ai été, après le collège, du coup, après ma scolarité, j'ai été 1 an à l'EDT, donc à l'école de transition. En gros, le but là-bas, c'est de faire trouver un apprentissage ou un job, point. Voilà, ton mental, ils sont pas grand-chose à foutre. Puis, en gros, je crois que j'avais appelé mon père pour savoir si je pouvais rentrer, parce que ça allait absolument pas, j'avais des angoisses et tout, bref, fallait que je rentre. Mon père m'avait dit, il n'y a pas de souci, oui. Non, vas-y, fini. Ah, d'accord. Fini. J'avais oublié, vas-y. Okay. Et mon père m'avait dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, tu te sens pas bien, enfin, surtout, j'en sais, tu pleures au téléphone, donc ouais, vas-y, rentre, voilà. Et puis, j'avais pas pu... malheureusement remonter, aller le dire à mon prof, puis repartir, sinon j'allais louper mon train. J'avais pas envie de louper mon train, j'avais pas envie d'avoir de l'angoisse en plus, du coup je suis partie. Mon père m'a dit j'appellerai, y a pas de souci. Et le lendemain, 2 jours après, je suis pas revenue tout de suite, 1 ou 2 jours après, j'ai ce prof, du coup, il m'appelle, il me dit oui, alors vous m'avez pas prévenu que vous étiez partie et tout. J'ai dit mais il y a mon père qui a dû appeler, moi je ne pouvais malheureusement pas venir vous le dire, j'étais pas en état. Il m'a dit j'aimerais bien que vous me fassiez une lettre d'excuse. Alors le culot énorme, on va pas se mentir. Et je lui ai dit mais écoutez, moi j'ai pas envie de m'excuser, je ne contrôle pas ce que je ressens, je ne contrôle pas mes angoisses, pour moi j'ai pas besoin de m'excuser. Je ne vais pas, surtout pas vous écrire une lettre. Et puis quoi encore ? Pour m'excuser encore, genre je crois que je lui ai juste dit genre oui, la prochaine fois j'essaierai. Non, absolument pas, non, si j'arrive pas, point barre, trou du cul, tu sais, je sais pas. Voilà. Abuse pas. C'était pas personnel contre lui, genre ça l'impactait pas, c'était pas clairement irrespectueux. Non, le doyen avait reçu l'appel de mon père, il y avait aucun souci, vraiment, j'étais excusée, il y avait pas de souci. Il avait insisté et je pouvais pas partir de là-bas, j'avais pas le droit de partir de là-bas tant que je lui ai pas fait une lettre d'excuse. Je lui ai fait sa putain de lettre d'excuse avec beaucoup de sarcasme et d'ironie. Il l'avait pas apprécié, il me l'avait fait refaire et vraiment un rat. Mais en fait, quelle valeur ça a que t'es un social. ado qui te fasse une lettre d'excuse que tu as exigée alors qu'il t'a dit très clairement qu'il n'était pas désolé. Enfin, en fait, t'as un ego qui fait quelle taille ? je comprends pas.
Ça t'apporte quoi? En fait, à ce stade, c'est juste pour te faire chier, excusez-moi. Oui, clairement. C'est vraiment juste pour... Enfin, tu n'en retires rien. Le fait que genre tu sois pas bien, tu dois appeler un parent, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Genre à chaque fois que je faisais une nouvelle activité, genre je sais pas, le sport, que tu rentrais dans un nouveau groupe, je faisais genre la moitié du cours et après je voulais genre appeler ma mère pour rentrer et plus jamais revenir. J'ai appris avec les années que ça ne servait à rien parce que ma mère allait me forcer à finir. Donc voilà. Mais ça m'a rappelé les camps. Une semaine de camp. J'allais en camp. Moi, je pleurais tous les putains de soirs. Et j'étais en PLS tout le temps. Genre vraiment, tout le temps. Et il y a une année où on devait faire les ECR pendant le camp. Et les ECR, les trucs... Pourquoi vous devez faire des ECR pendant le camp? Parce que c'était la semaine des ECR, toutes les classes sont censées le faire en même temps. Et nous, c'était la semaine où on était en camp. Ils ont pensé à faire le camp à un autre moment, cette bande de Non, rats? le cul. Non. Voilà. Et on devait faire les ECR et je chialais tellement mes morts et j'étais tellement en PLS que j'ai pas pu faire les ECR qu'on m'a envoyé avec le gérant du genre chalet où on était. J'ai été nourrir les poules et les lapins. Il m'a donné une sucette et j'ai été faire mes ECR genre tout seul après le soir en chialant un peu moins. Mais oui, bah ça me permet de relever quand même qu'on a assez peu de... Enfin, on est quand même assez isolé en tant qu'enfant, je trouve, par les autres enfants. Et on a assez peu de soutien des adultes quand même. De manière générale, je pense justement, ça revient sur ce que je disais avant, sur l'intériorisation, que c'est nous le problème, mais qu'on comprend pas ce que c'est le problème, quoi. On sait pas d'où ça sort. Ouais. Ce qui est assez terrible. Et je pense, est-ce que, un peu de la peur de déranger aussi? Clairement. Ouais, c'est sûr. Et ça nous apprend qu'on doit fonctionner différemment. Genre, ça nous force à prendre sur nous. Et par rapport au camp, ça me fait penser pas mal aux gens qui disent tout le temps, je sais pas vous, moi j'en peux plus qu'on me dise ça, qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ma zone de confort, c'est être dans mon lit, d'accord? Aller faire les courses, c'est en dehors de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort, c'est genre ma vie. Si je dois interagir avec un autre être humain, c'est probablement pas dans ma zone de confort. Ouais. Donc genre, faudrait faire un petit effort, faut te pousser un peu. Je me pousse au quotidien pour me lever le matin, d'accord? J'arrête de rager, pardon. Ils sont gentils, les gens. Est-ce que vos profs, ils vous aimaient bien? Ça dépend lesquels. Celui que des fois je finissais par insulter, non, je ne pense pas. Mais en fait, je crois que les autres, ils s'en foutaient un petit peu. Genre, juste j'étais là, j'étais pas là. Bah, la plupart du temps, j'étais pas là, bah, c'est comme ça. On s'en fout, quoi. Ouais, bah, moi, je l'ai déjà dit, mais j'étais très discret et bon élève. Donc, généralement, les profs m'aimaient bien. J'avais des profs avec qui ça marchait mieux parce que, je sais pas, j'avais un prof qui aimait beaucoup dessiner et moi, j'aimais beaucoup dessiner. Enfin, voilà. Mais généralement, moi, ça passait assez bien quand même. Moi, le parcours, il est un petit peu différent en fonction de l'âge. Quand j'étais petit, j'étais, du coup, je dis un intello de fou. L'intello insupportable qui pleure parce qu'il a 19 au lieu de 20. Ouais, genre, je cherchais la perfection partout. Et c'était marrant. Et du coup, j'étais plutôt bien vu par les profs, même si j'étais vachement dissipé, disons. Ils aimaient bien ce mot dissipé. J'étais vachement dissipé quand j'étais petit. Et donc, du coup, un peu de comportement à revoir, mais c'était souvent, en fait, un peu trop d'excitation, un peu trop d'impertinence au moment... Je me souviens du mot impertinence. Pardon. Le mot impertinence, ouais. J'avais ma mère qui s'était fait convoquer. C'était juste... on fait le point, quoi. Et globalement, c'était ma prof préférée, franchement, je l'aimais trop. J'avais 10-11 ans, donc c'était ma dernière année de primaire. C'était le CM2 pour les Français. Et du coup... petit point et tout, et la prof avait dit un truc à la mère, genre, il a une impertinence que j'aime beaucoup, ou un truc comme ça, et moi je savais pas ce que ça voulait dire, et j'étais énervé parce que j'ai demandé à ce moment-là ce que ça voulait dire, et elle m'a dit, bah ta mère t'expliquera. Je pense que ma mère ne sait pas ce que ça voulait dire. C'était assez rigolo, et c'était beaucoup ce genre de truc sur lequel j'étais repris. De toute façon, j'étais trop sûr de moi tout le temps. Quand je levais la main, on me demandait, c'était un peu débile, ça m'avait un peu saoulé, mais on me demandait toujours de dire je pense que avant de dire la réponse d'un truc. Et ça a été trop énervant. Je sais pas si... Enfin, je voyais pas l'intérêt, je sais pas si vous le voyez aujourd'hui, vous, mais genre, de toute façon, j'ai la réponse, donc c'est la bonne. Ça dépend sur quoi? Non, mais genre, tu sais, elle pose une question à la classe, tu participes, et au lieu de dire directement, eh ben, il fallait dire « je pense que » et dire le truc. Ça a l'air très long pour rien. Ouais. C'est très long pour rien, j'ai l'impression que c'était très peu pertinent. Mais en fait, en général, j'ai l'impression que les profs, ils vont te reprendre, ils vont être énervés, mais pas t'expliquer. Ouais. Genre, au lieu de dire,
genre de te forcer à dire je pense que, ce qui peut être frustrant et qui va rien t'apprendre, juste te dire écoute, il y a peut-être d'autres réponses qui sont justes. Enfin, tu vois, tu peux expliquer de manière un peu pédagogique à l'enfant, genre écoute, tu peux pas juste crier la réponse avec une certitude et un aplomb pas possible à chaque fois qu'on parle et qu'on te parle même pas à toi. Ouais, de ouf. Genre, enfin, tu sais, c'est ce truc de discipline, de vouloir, genre, casser l'enfant pour le mettre dans une petite case pour qu'il dérange pas, là. Ça sert à rien, moi, je me faisais engueuler alors que je comprenais pas parce que j'avais des bons résultats et je répondais la bonne réponse. Et c'était très énervant. Mais ça a pas mal changé, ça, parce que après, j'ai perdu cet aspect d'intello. Quand je suis arrivé au collège, alors au début, ça se passait bien, mais bon, quand t'es au collège, il faut faire des devoirs. Et moi, j'étais toujours étonné quand je voyais des gens qui ont dit... Ouais, j'ai parlé comme Paul Mirabel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais 06... J'étais toujours étonné quand je voyais les gens marquer des trucs dans leur agenda et tout. Parce que moi, j'ai jamais fait mes devoirs. Mauvais élève. Ouais, en vrai, à partir de là, déjà, il fallait travailler pour avoir des bons résultats. Et travailler, c'était pas mon truc. Genre, pas du tout. Et je faisais pas mes devoirs. Et là, tout de suite, les profs, ils m'aimaient un peu moins. Même si je continuais de participer, je continuais d'être intéressé, j'avais toujours des relativement bons résultats, juste plus proches de la moyenne. Genre, au lieu d'avoir 19 sur 20... au début du collège, j'avais 17, et à la fin du collège, j'avais 13, mais c'était tout à fait ok. Puis c'est quoi la moyenne, en fait? 10. C'est 10. Ah. C'est la moitié, quoi. C'est, c'est le milieu. Un peu intelligent, quand même, je trouve. C'est genre, c'était ok. J'étais pas un bon élève, parce que en plus, je faisais pas mes devoirs, et des fois, j'avais des zéros parce que je faisais pas les trucs maison, les trucs que je devais faire à la maison, quoi. Mais est-ce que le fait que t'aies décroché au collège, c'est ça? C'était pas un peu parce que justement, les profs étaient pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu donnant-donnant. Si tu veux que tes élèves ils participent et puis ils en aient quelque chose à faire, il faut que toi tu prennes le temps de leur expliquer, que tu sois investi dans ton enseignement. Juste si quand t'es petit on t'envoie continuellement chier, forcément t'as pas trop envie de t'investir, non? Non, ouais, ça c'est sûr. Le collège, mais moi, en fait, je continuais d'avoir des très bons résultats dans les matières où les profs étaient cool. Et ça changeait chaque année, donc c'était pas la matière le problème. C'était vraiment les gens. Et j'avais des gros soucis avec ça. Genre, j'ai complètement décroché des maths au lycée. Première et deuxième année de lycée, j'étais très mauvais en maths, genre 6 de moyenne, et ça se passait pas bien. Et ma troisième année de lycée, je suis tombé sur une prof qui était exceptionnelle. Et j'ai kiffé les maths, et j'ai rattrapé tout mon retard, et genre, j'ai réussi à avoir mon bac sans problème en maths, genre bonne note en maths de fou, et c'était trop bien. Et elle m'a fait réaimer les maths, et aujourd'hui ça me sert. Et ouais. C'était beaucoup en fonction de la personne, je pense. En vrai, moi j'ai aussi un peu cette expérience avec les profs où ma question de base qui était est-ce que nos profs nous aimaient bien, ça a énormément dépendu. En enfantine, je crois que ma prof elle m'adorait parce que j'étais discrète, je travaillais bien, j'étais de bonne volonté, j'étais curieuse, voilà. En primaire, moi j'aimais bien ma prof et j'avais l'impression qu'elle m'aimait bien, mais ma mère me disait mais elle est horrible avec toi. Et moi j'étais là ah non, c'est bon, ah bon, ça va. Et en fait. Rétrospectivement, justement, j'ai des souvenirs où j'ai l'impression de me faire engueuler pour rien, où elle dit des trucs hyper violents. Et en fait, je me rends compte que, je sais pas si elle était horrible avec moi, mais la pédagogie, c'était pas le point central de la manière d'amener les choses. Et après, ma prof à l'époque, 3-4, mais bon, quand j'avais entre 8 et 10 ans, on va simplifier, elle me détestait. Et elle, à limite, incitait d'autres enfants à me harceler. Et vraiment, elle m'aimait pas et il n'y a jamais eu trop d'explications, juste, elle était ultra cassante avec moi, elle me reprochait plein de trucs, et du coup, forcément, moi, je l'aimais pas non plus, mais tu sais, c'est juste, pourquoi elle me crie dessus, la grognasse? Genre, tu comprends pas, genre... Et ouais, enfin, encore ce problème de pas juste expliquer à l'enfant ce que tu trouves qui fait faux, genre gentiment, parce que... Enfin, fais un pas vers moi, en fait, juste ça. Et après, je pense, en secondaire, c'était ultra mitigé parce que justement, il y avait ce truc de très bon élève mais ne participe pas assez. Du coup, les profs, ils m'aimaient bien parce que je dérangeais absolument pas. J'étais dans mon coin, j'avais pas de potes, je parlais à personne, je travaillais, je faisais les devoirs, tout carré, très bien. Du coup, les profs, ils m'aimaient bien pour ça, mais en même temps, je participais pas trop, j'étais au bout de ma vie. De leur point de vue, je pense qu'ils pensaient que je faisais la gueule. Non, j'avais juste envie de me tuer, c'était un tout autre problème, mais voilà. Un retour que j'ai eu... Alors, c'est mon prof de classe qui avait eu ma mère au téléphone. Je pense qu'aussi, c'était un petit retour comme ça. C'était pas genre, il l'avait appelé spécifiquement pour ça. Mais ma mère m'avait dit, ouais, il faudrait que tu fasses gaffe parce que, apparemment, il y a beaucoup de profs qui ont l'impression que tu les regardes d'une manière hautaine
quand ils posent une question ou des choses comme ça. Et moi, j'étais en mode, ah bon, j'ai une estime de moi au sous-sol. Je me déteste. Quand on me pose une question, c'est moi qui me sens conne. Mais en fait, bon, ça, c'est un truc que j'ai compris entre-temps parce que ça m'est arrivé plein de fois. Je crois que quand je suis perplexe, j'ai l'air de juger les gens. Si moi, je suis mal à l'aise, les gens pensent que je suis en train de les juger eux. Non. Et ça m'est arrivé plein de fois entre-temps avec d'autres gens qui sont en mode, mais arrête de me juger comme ça. Et je suis en mode, ah non. Je suis juste en train de me remettre en question. Je suis en train d'être confuse, c'est tout. Et du coup, ouais, apparemment, il y avait ce problème de lecture des émotions et d'expression des émotions où les gens avaient l'impression que je les regardais de manière hautaine. Moi, j'étais en mode, non. Mais sinon, ouais, ça a vachement fluctué. Quand j'étais petite, les profs, ils m'aimaient pas trop. Puis après, je faisais pas de vagues et je travaillais bien, donc ça allait. Mais ouais, ça a vachement fluctué. Mais j'ai l'impression... il peut y avoir ces fluctuations quand on est autiste et qu'on est enfant. J'ai l'impression que ça va se voir beaucoup. Il y a des choses pour lesquelles on va avoir beaucoup de facilité, genre presque de l'avance dans les cours comme ça, et d'autres choses qui vont paraître basiques, genre les interactions sociales ou ce genre de choses, où on est super nul, ou genre de la logique ou des choses comme ça. Enfin, ça dépend un peu des gens. Où on va être en retard par rapport à la moyenne de ce qui est attendu. Et du coup, les profs, ils ont des attentes élevées parce qu'on a genre des bonnes notes, par exemple. Mais en parallèle, il y a des trucs de base où on va être en mode et du coup, ils vont être là, mais il est con lui ou quoi? Et genre, ça va créer un peu cette frustration. Ils sont mais t'es censé être intelligent, pourquoi tu comprends pas? Et du coup, ça peut créer un peu cette dualité dans la relation où le prof, il t'aime bien, mais des fois, il te regarde en mode tu sors d'où toi en fait? Et ouais, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça varie aussi beaucoup en fonction de ça, mais aussi de la matière qui est enseignée et comment c'est enseigné. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu trop de problèmes avec certaines matières. Enfin, la logique, tout ça, ça a toujours assez bien été. Mais que, par exemple, il y avait des exercices où on te donne... Enfin, moi, j'avais l'impression qu'on ne donnait pas toutes les consignes, que c'était pas assez expliqué, où on t'a tout donné par oral et toi, t'as pas compris, en fait, ou c'est pas clair. Et où, genre, au final, tu regardes l'enseignant en mode « j'ai rien compris à ce qu'on doit faire, en fait. C'est pas que je sais pas le faire, c'est que j'ai pas compris. Et qu'il faut faire différemment. » Et il y a aussi des professeurs avec qui c'est plus ou moins OK de genre... Il y en a qui vont te répéter une fois de la même manière. Ça ne sert à rien. C'est pas parce que j'ai pas entendu, j'ai pas compris. C'est pas pareil. C'est pas que j'ai pas écouté, c'est que j'ai pas compris. Et il y a aussi, c'est une manière d'enseigner différente de profs qui vont prendre le temps de t'expliquer d'une autre manière qui fait que tu vas comprendre et que tu vas pouvoir faire l'exercice et tu vas le faire en la moitié du temps qui est demandé parce que tu sais faire, juste t'as pas compris. Mais on peut parler un petit peu, je pense, de la pipeline, de l'enfant un peu, je vais mettre des gros guillemets sur surdoué, genre l'enfant où t'as 7 ans dit « Ah, toi, tu vas faire des grandes études hein, », et t'es en mode « Ah bon ?» qui devient un autiste en burn-out avec énormément d'attentes, où t'as intégré que t'étais ultra fort et intelligent, et un jour, t'y arrives plus, parce que le burn-out et la fatigue et la dépression et l'inadaptation et l'énergie que ça prend de masquer, et tu te sens ultra con. Parce que quand t'étais petit, on t'a mis dans la tête que t'allais faire des grandes choses et maintenant t'y arrives plus et t'es là, pourquoi je suis con? J'ai l'impression qu'il y a un peu deux chemins. Un, c'est tout va bien marcher et il y a un moment où tout va s'effondrer et t'y arriveras plus du tout, qui est une voie, et l'autre, c'est tu vas te dire que tu vas y arriver et à un moment tu vas tomber dans un petit échec petit. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mécanisme de « Oh mon Dieu, je devrais y arriver alors que j'y arrive pas ». Toi, on t'a dit que t'étais doué. Et tu supposes que tout le monde pense que t'es doué et que t'es l'intello de la classe et tu dois être intelligent. Et moi, je me souviens d'avoir eu des interactions avec des élèves aussi qui te disent, ou même des professeurs qui te disent que là, t'as fait que 4,5 à ce test-là. Alors que 4,5, c'est une note tout à fait... Mais c'est ça, c'est ce truc que les attentes, elles sont élevées. Genre ça, on te met un standard tellement élevé qu'après, dès que t'arrives plus à l'atteindre, C'est ça. Enfin, ça nous rend un peu perfectionnistes aussi, je pense. En fait, t'as 7 ans, tu fais un joli dessin, et les profs, ils décident que tu vas être un génie. Et maintenant, si t'es pas un génie, c'est une déception. Alors que, t'as pas le droit de rater. Ouais, toi, t'as juste dessiné un pan à la base. Genre, c'était pas une dinguerie. Et le fait aussi que, avec les professeurs, un truc, moi, c'était assez mis en avant, c'est l'autonomie. Où, genre, il y a des trucs où j'étais très, très autonome, mais j'avançais très vite et j'allais plus vite que les autres et tout allait bien. Et il y a des trucs où il fallait m'expliquer d'une autre manière et ça marchait pas et j'arrivais pas et j'étais bloquée et juste j'avançais pas. Et j'ai l'impression que il y avait un peu un déséquilibre entre les fois où j'avançais très vite et les fois où j'avançais pas. Et que
comme des fois ça allait très très vite et très très bien, comme tu disais avant, les profs ils comprenaient pas que des fois ça marchait pas et qu'il y ait des trucs qui marchent pas, qu'il fallait juste qu'on me débloque. Et il y a aussi des trucs que je veux pas faire ou que je veux pas faire de cette manière-là, où le problème c'était que j'allais arriver à la réponse C par la voie de gauche, alors qu'ils voulaient qu'on arrive par la voie de droite, et que pour moi c'était totalement pas logique de faire de l'autre manière, et où en fait, genre les problèmes de maths classiques, où genre toi t'as fait une manière différente, des fois plus courte, des fois plus longue, voilà, et on va te dire non, il faut pas faire comme ça, et t'es genre, la réponse c'est la réponse, qu'est-ce que tu veux? Mais voilà. En fait, vu que nous, on n'était pas diagnostiqués à l'époque, en fait, notre inadaptation elle était mise sur notre dos à nous, genre c'était notre faute. Et il n'y avait pas une explication, on n'avait pas une, entre guillemets, bonne raison d'être bizarre. Et du coup, il n'y avait pas... En fait, je pense que c'est là la différence majeure entre être diagnostiqué à l'école et pas être diagnostiqué, c'est que quand tu es diagnostiqué, tu as une étiquette qui est mal vue. Enfin, tu as une étiquette. Et d'un côté, ça te donne une bonne raison d'être bizarre, mais en même temps, j'ai l'impression que les profs vont te traiter comme une cause perdue. Genre, ah ouais, non, mais lui, il est autiste, lui, il a des troubles de l'attention, ouais, lui, c'est normal. Enfin, voilà. Tout va être mis là-dessus, et les profs vont pas forcément mettre les efforts pour comprendre, genre, ouais, non, mais lui, lui, il est à une table à côté de la classe, oui, non, mais il est bizarre, c'est pas grave. Non, mais il a pas réussi cet exercice-là, c'est pas grave. Il a pas atteint les objectifs, non, mais il est autiste, c'est normal. Et tout est justifié par ça, t'es un peu ignoré, et en parallèle, on va te considérer comme la responsabilité de... En général, il y en a maintenant des aides à l'intégration qui, elles-mêmes... ne sont pas très formées. formées. Les femmes, c'est pour ça que je dis elles-mêmes, mais ne sont pas très formées et ne font pas très bien leur taf, et du coup, ça sert à rien. Et en parallèle, quand t'es pas diagnostiqué, du coup, t'as pas une bonne excuse, mais du coup, on va te demander pourquoi tu es faux en fait, pourquoi t'es cassé, fais pas comme ça. Et du coup, t'auras pas une bonne explication. Il y a justement ce truc de intérioriser que tu es faux et tes problèmes ils sont ignorés, genre tes difficultés. Et du coup, ça t'oblige à masquer énormément. Et je pense que ça prend une énergie pas possible. Et surtout, on comprend pas, tu sais, que justement, par rapport à ce que tu disais, passer par le bon chemin pour arriver au résultat, on pourra en parler aussi après quand on parlera un peu du travail scolaire à proprement parler. Toi, tu comprends pas pourquoi... Mais, oui, le résultat, c'est le résultat, ça marche. Pourquoi je dois faire comme ça? Non, c'est comme ça. Et du coup, tu t'es obligé de masquer et tu comprends même pas pourquoi tu dois masquer, puis c'est un enfer, quoi. Mais tout ce qui est, par exemple, dans les professeurs qui aiment les évaluations orales, qui sont pour moi, personnellement, Satan sur Terre. Il y a un devoir commun et après tout le monde corrige en classe et que chacun doit donner une réponse. Pardon. Voilà. Je pense pas que j'ai besoin de plus exemplifier que juste le fait que tu aies calculé dans quel ordre ça allait dans la classe pour avoir telle réponse. Tu sais à la seconde 1 que toi, c'est la réponse 14, t'en sais aucune autre, tu la relis, tu vérifies. Tu l'as vérifié 14 fois, t'as contrôlé chez tous tes voisins que c'était bien celle-là. Voilà, et que si par malheur c'est pas celle-là, tu vas bégayer, parce que moi, il faut pas que m'interroger à l'oral. Et il y a des profs qui, genre, aiment interroger à l'oral et te faire corriger directement en live, là, comme ça. Moi, il faut pas, parce que déjà, on m'a demandé de répondre à une question par oral. Bon, ok. On va me demander de formuler un raisonnement cohérent que les autres vont comprendre. Voilà. Probablement de répéter ta réponse 5 fois, parce que t'as pas parlé assez fort. Voilà. Et après, il faut arriver à la réponse. Et bon, juste la panique de devoir parler par oral, 50% du temps, moi, j'arrive pas à la réponse. Hein. Alors que si tu me donnes une feuille et un crayon et tout seul, je vais y arriver très bien. Mais juste, le fait que ça soit par oral, ou alors les profs qui te font faire au tableau, ou ce genre de choses, genre, il faut pas faire ça. C'est pas... Voilà. Et du coup, tu sais, il y a des relations avec les profs que, genre, tu vas moins aimer le prof, pas pour sa matière, pas pour... sa personne à lui, mais parce que en fait, la manière dont il enseigne, ça te met dans des positions qui sont difficiles à gérer. Et où tu sais que cette classe, elle va te stresser parce que vous allez corriger tel exercice de telle manière. Et il va jamais se dire que peut-être qu'il faut faire différemment, parce qu'il va voir que ça te met mal à l'aise, puis il va juste genre... Oui. Bah quoi? Oui, bah quoi? Bah tout le monde a répondu. Oui, bah tout le monde a répondu, oui, bah... Ah, voilà. Pour vous, juste le fait d'être en classe, c'était comment? C'était horrible. Enfin, non, ça dépend quelle classe. Moi, ça dépendait de la salle. Il y avait des salles où j'aimais bien par rapport de l'endroit où j'étais placée, par rapport à la table, par rapport à la couleur de la salle, par rapport à beaucoup de choses. Arrête de foutre de ma gueule. Mais vraiment, ça dépendait. Mais
En vrai, le bâtiment, honnêtement, je l'adorais. J'adorais ce bâtiment. Genre, la salle de classe où j'étais, incroyable. Les gens qui étaient dedans, l'ambiance de la classe, non. Mais la salle, je l'adorais. C'est très drôle. J'adorais ma place, j'adorais la table, j'adorais devoir... Peut-être organiser tes cahiers, genre du plus grand au plus petit, de couleurs. Et moi, je mettais des... Arrête de foutre de ma gueule. Non mais on essayerait d'être plus cliché, on n'y arriverait pas, c'est juste ça. Pardon, Et je continue. mettais genre... j'avais mis genre des petits autocollants de couleurs sur les cahiers. Et puis j'avais mis une feuille que j'avais scotchée sous la table. Et genre, cette couleur est égale cette matière. Qui sont tout à fait cohérents. Oui, parce que Ça des fois, marche. tu vois pas ce que c'est comme matière. Du coup, j'avais mis ça. C'était smart. Donc la vie de classe était de la merde, sauf le bâtiment. Ok, Mm. mais du coup, pourquoi la vie de classe était de la merde? Oh, parce que les gens là-bas étaient des cons. Ok, mais ça se passait comment? Quelles étaient les interactions de cons que t'avais avec ta classe? Non, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est que si je respirais, je me faisais insulter. Sympathique. Et voilà. Super. Bon, alors moi, ça dépendait aussi beaucoup, comme Noah a dit, de la classe et l'agencement général, et aussi des fenêtres. Bref, pas rentrer dans le débat. Des fenêtres. Mais déjà, le fait que... Bon, quand t'es petit, il n'y a pas ça. Mais il y a beaucoup de mouvements dans les petites classes. Genre, beaucoup de gens bougent et il y a beaucoup d'ateliers que tu peux faire et ça tourne souvent. Moi, j'ai pas envie de changer d'activité. J'ai envie de faire 8 heures la même chose. J'avais pas envie de changer. J'avais pas envie de devoir faire des groupes de 3. J'avais envie de jouer tout seul. Donc, c'était embêtant. Quand t'es petit, il y a beaucoup de bruit. J'aime pas le bruit. Voilà. Et le fait que, genre, dans les classes d'enfantine, chez nous, visiblement, ils font ça beaucoup, il y a le tapis au milieu. Et tu sais, tu dois t'asseoir autour du tapis. Le tapis est un problème pour moi, parce que tu t'asseyes autour, et j'ai jamais compris, t'as le droit de passer dessus ou pas? J'ai jamais compris non plus. Mais plus tard, il y a eu le problème des tables, c'est des tables à deux. Pourquoi à deux? Je veux pas quelqu'un à côté de moi. Je veux pas quelqu'un à côté de moi, ça veut dire que s'il a pas ses affaires, tu dois partager tes affaires, qu'il va copier sur toi parce qu'il est nul. Enfin, voilà, ça te demande, on te dit fais des trucs à deux, je veux pas faire des trucs à deux avec. Et du coup, dans toutes les classes, il y a des coins bibliothèques, ce qui est quand même le paradis sur Terre. Et heureusement, les profs ont, en tout cas, dans mes années, toujours privilégié le fait qu'il n'y ait pas 8 personnes au coin bibliothèque, mais genre 1 voire 2. Et dans les coins bibliothèques, il y a des peluches et des couvertures. Tu peux faire la boule. Dinguerie. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours assez peu de souvenirs de toute façon de quand j'étais petit, mais ça dépendait beaucoup aussi de la personne avec qui j'étais à côté. C'était beaucoup des tables à deux. J'ai toujours eu en horreur les placements en U des tables, parce que tout le monde peut te regarder. Angoisse. Je détestais ça. Et bon, c'était beaucoup ça en cours de langue, après ça allait sinon. Un peu de mal, les journées étaient très longues pour moi en fait. C'était beaucoup le format, mais apparemment j'ai vu ça chez vous il y a pas longtemps, mais chez moi c'est 8h, 17h quoi, pour tout le monde. Et 8h, 17h c'est long quoi. Mais du coup, alors moi j'ai pas trop de souvenirs de quand j'étais petite. Tout ce que je peux dire, c'est que dans mes souvenirs, je faisais des fiches et l'apprentissage de lettres avec les petites images. Donc j'en déduis que je faisais pas mal d'activités seule. Et j'ai pas trop de souvenirs autres que ça. Mais voilà, je jouais pas trop avec les autres, il me semble. Ellie, t'as parlé du bruit. Je pense que... Enfin oui, en effet, il y a énormément de... Moi, maintenant, quand je fais des remplacements, ça me rend dingue. La quantité de mouvements. Enfin, genre, c'est pas leur faute, c'est normal. Mais est-ce que pour vous, c'est un problème de concentration, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, des choses comme ça? Oui, clairement. Surtout le fait qu'on puisse pas mettre un casque anti-bruit. Si on fait un devoir, par exemple, si on fait un test... Si on doit bosser tout seul sans que le prof explique quelque chose, pour moi, ce serait cool qu'on ait des casques anti-bruit. Alors maintenant, il y en a dans beaucoup de classes. Alors moi, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, dans la plupart des classes, il y a des PAMIR. Il y en a que quelques paires, donc tout le monde peut pas en avoir, mais elles sont mal utilisées aussi. La plupart des gens, c'est juste je peux mettre le casque parce que c'est marrant et voilà, mais bon, dans l'idée, la ressource existe de plus en plus. Voilà, donc ça, c'est une petite amélioration quand même. Après, j'ai jamais entendu parler moi. Par contre, là, j'ai réalisé que moi, j'ai parlé de mes années de collège. Pour là, ce que je viens de dire, genre la classe, les bâtiments et tout, parce que en vrai, sinon, je sais pas trop. Je t'avoue, j'ai pas trop de souvenirs non plus de la primaire ou comme ça. Voilà. Très bien. Moi, je sais que le bruit, alors il n'y a pas vraiment de problème de concentration, ça me dérange pas pour me concentrer, mais si je suis dans un exercice, mais le bruit général, ça va me poser des problèmes pour plus rentrer dans la tâche que autre chose. Mais bref, du coup, le bruit, ça a toujours été un peu un problème quand même.
Et pas forcément le bruit ambiant de gens qui parlent derrière, mais ça va être des bruits genre, je sais pas, les chaises sur l'espèce de sol en lino qui couinent, des trucs vraiment nuls. Et genre, dans certaines de mes classes, il y avait des pamires, donc ça allait. Et bon, le pire, c'était pas le bruit. Pour moi, dans le bâtiment où j'étais quand j'étais petite, c'était les lumières, parce qu'on avait des tubes LED, et que on avait un lino gris presque blanc, que ça faisait du blanc dans ta gueule, et qu'en plus, t'as des feuilles blanches, j'arrivais rien à lire, et genre, chaque fois que tu regardes un peu plus haut que la ligne d'horizon, tu te fais genre cramer les yeux par le LED. Ouais. Et ça ne semble être un problème pour personne. Et de même manière, moi, tu mets du soleil, je vois rien, enfin je suis aveugle. Bref, du coup, il y avait plus que juste le bruit. Tout était un peu un problème. Genre même, je sais pas, mais tes chaussures mouillées sur le sol, elles font un bruit. Tout est embêtant. Et vraiment, c'était fatigant. Plus que de la concentration. C'était fatigant. Et même si... Dans les classes plus grandes, les gens bougent moins, il y a moins de mouvements, et il y a un peu moins de couleurs, il n'y a pas des affiches avec les lettres, avec les animaux, des trucs comme ça. Il y a quand même toujours des activités en cours, plusieurs groupes de trucs, des gens qui parlent, un prof qui explique à une personne, Enfin bref, c'est quand même beaucoup de stimulation, et je me souviens que moi, je voulais plus aller à l'école, je voulais pas y aller parce que j'étais très fatiguée, et parce que je voulais pas aller, j'avais pas d'amis, enfin voilà, pour plein de raisons, et que ma mère m'a dit tu vas aller à l'école, j'ai fait non, j'ai pleuré, et que la seule solution que le prof, ma mère, tout le monde ait trouvé pour que j'aille à l'école, c'est de me foutre une énorme peluche dans les bras, quoi. Et que du coup, pendant genre 3 semaines, 1 mois, j'ai allé tous les jours à l'école avec une peluche, et après on m'a enlevé la peluche. Non, ça c'est pas cool, ça c'est de ouf pas parce cool. qu'ils ont décrété que j'ai plus besoin de la peluche. Bah non, tu Voilà. donnes un truc, tu laisses. T'as parlé du fait que après, plus tard, quand les gens sont plus assis à leur place, ça allait mieux. Mais du coup, à l'inverse, est-ce que c'était compliqué pour vous de rester en place tout simplement pendant longtemps sans pouvoir bouger, se lever, le fait que c'est mal vu de Steam, enfin genre si tu joues avec ton stylo et que tu fais On va cliquer te ton taper. stylo, moi quelqu'un d'autre le fait, j'ai envie de le taper, mais à l'inverse moi j'ai envie de le faire, tu vois. Enfin, mais du coup, est-ce que pour vous le fait de juste devoir passer la journée assis derrière un bureau à pas trop bouger, c'était un problème? Personnellement, moi, c'était compliqué de pas mettre les pieds sur la chaise, de pas pouvoir me mettre en tailleur, de pas pouvoir me mettre mes pieds contre mon torse ou comme ça, enfin mes genoux contre mon torse. Ça, c'était vachement compliqué. La position assise, c'est pas celle que la chaise elle te dit d'avoir, elle est pas celle que tu prends de base quand t'es un peu à l'aise. Et c'est un peu embêtant. Et il y a aussi le fait que moi, surtout sur les chaises, à piston, j'ai envie soit de rebondir, soit de balancer. Pas de manière genre l'enfant relou au fond de la classe qui fait ça pour énerver la maîtresse, mais genre juste en mode avant-arrière, comme tu fais pour te concentrer, pour te réguler. Et on te dit de pas le faire, et t'as pas le droit de le faire. Et du coup, tu gribouilles sur ta feuille, quoi. Parce que c'est la seule truc qui est un peu prépotable. Moi, j'ai toujours besoin de bouger, je suis très nerveux et du coup, je bouge tout le temps. Là, je suis actuellement en train de faire je bouge tout le temps ma jambe ou ce genre de truc et donc ça pouvait faire chier. Mais moi, mon truc pour pallier à ça, c'était le bavardage. J'avais besoin de parler à des gens. Aïe, aïe, aïe. Et oui, j'étais pas genre. Ça, voilà, ça c'est le truc qu'on m'a toujours reproché, c'est le bavardage et donc du coup, j'étais toujours un peu déconcentré parce que si j'avais un pote pas loin, j'essayais de lui parler, quoi. Mais ça, moi, je reviens sur la position des chaises. Alors, en fait, je m'autorisais tellement pas à bouger, enfin, genre à déranger, entre guillemets. Du coup, j'ai même pas pensé à me mettre dans d'autres positions, je pense, sur la chaise, parce que je me serais juste fait engueuler. Du coup, j'y ai même pas pensé. Mais ça me faisait mal, en fait. Alors après, c'était sur la fin de la scolarité, j'étais aussi en poids insuffisant, et du coup, je pense que ça aidait pas du tout. Mais juste rester assis, genre 45 minutes, c'était de la torture. Les 20 premières minutes, bon, ça va. Puis après, tu commences à avoir un peu mal. Puis le dernier quart d'heure, tu agonises, en fait. Mais entre ça et le fait que, 45 minutes, en question de concentration, moi, ça allait, j'ai pas trop de problèmes, mais ça pouvait quand même devenir embêtant. 45 minutes, ça allait. Et il y a un truc maudit qui existe, ça s'appelle la double période. Oh, salaud. Qui, en plus, a une possibilité qui consiste à... Le prof, en début d'année, te dit, ça vous va, on fait pas la pause au milieu, on la fait à la fin, je vous laisse 5 minutes plus tôt. Et non. Personne n'ose dire non. Interminable. Et que du coup, tu fais 1h25 bloc. Et nous, c'était 2 heures. Voilà, nous, c'est pas 45 minutes. Nous, c'est 1h25. Encore maintenant, je ne vois pas pour quel enfant, adolescent, adulte, toute personne devant se concentrer qui peut maintenir un degré de concentration suffisant pour que, que 1h25 de travail soit productif. C'est débile. Et du coup, pendant 1h30 de travail,
c'était genre l'enfer parce que tu sais que tu dois te concentrer, qu'on va te reprendre si tu le fais pas. Tu sais que tu dois être toujours à la même tâche qui potentiellement t'intéresse pas et que t'as pas envie de faire. T'en as marre, tu veux arrêter cette tâche-là, tu veux passer à la suivante. Et tu peux pas parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Et du coup, comme t'es frustré, t'aimerais pouvoir te balancer sur ta chaise, sauf que t'as pas le droit de te balancer sur ta chaise. Et du coup, tu fais quoi ? Eh ben, tu prends une peluche. Non, mais C'est ça, la en fait, conclusion. en général, personne. Je crois que c'est genre scientifiquement démontré que tu peux pas te concentrer bien pendant 1h30 sur un truc. Non. Je crois le max c'est 45 minutes Mhm. que tu peux te concentrer bien. Après, t'as besoin d'une pause. Et du coup, ça couplé au fait qu'on est assis derrière une chaise, genre t'as besoin d'aller te balader. Mhm. Alors oui, ils nous forçaient à sortir dans le froid pendant la récré, merci beaucoup, c'était hyper utile. Genre très bien, mais ça suffit pas. Mhm. Il faut que dans la journée, il y ait des périodes, genre, exemple nul, mais alors ça se faisait, mais genre allons courir dehors pour le sport. Mhm. Tu vois, bon, j'aimais pas ça. Non, je détestais ça. Mhm. Non, mais enfin, oui, bon, après, il y a des trucs que je détestais à l'école et que je vois maintenant en remplacement, les élèves, ils sont, mais ça sert à rien. Si je suis en mode, bah si, t'es con. Enfin, si, mais après, voilà, des fois, il y a des trucs qu'on n'aime pas et qui, en fait, sont très utiles. Mhm. Mais ouais, il y a des périodes, mais genre, est-ce qu'on peut aller faire le cours de sciences dehors? Je sais pas. Je trouve que genre même au-delà de genre le fait que toute la classe devrait être plus active, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui pour travailler sont mieux... Enfin, par exemple, moi je sais que pour tout ce qui est mémorisation, je suis beaucoup plus efficace si je peux marcher. Et genre, pour lire des trucs aussi dans ma tête, je vais beaucoup plus vite et plus efficacement si en même temps je peux marcher. Et je sais que, bon, maintenant qu'il y a eu à l'école, mais je sais pas, mais j'avais genre 10 ans, des profs qui étaient d'accord que genre on aille dans le couloir faire des allers-retours pour lire. Et c'était un truc vraiment bien parce que c'était adapté à la méthode qui marchait le mieux pour moi. Et que genre le prof, il savait bien que genre on n'allait pas faire des dingueries, genre j'étais sympa, voilà. Mais genre le fait que ça soit fixé que genre pour tel truc tu vas devoir le faire de telle manière, à tel endroit, sur ta table, à telle place dans ton cahier, et en passant par la méthode B, c'est en même temps frustrant et pas très pédagogique parce que en fait on t'enferme dans une méthode. Mhm. Alors que en fait ça serait vachement plus intelligent si on t'apprenait à trouver ta méthode. Mais. Pardon. Oh, vas-y. T'as dit avant, Liana, que des fois il y avait des profs qui disaient comme quoi on allait faire un cours dehors, par exemple. Moi, ce genre de truc, moi, ça m'angoissait parce que du coup, j'étais pas dans mes habitudes. Et on sortait de ma zone de confort où je m'étais dit, bah, pendant tout cet après-midi, bah, tu vas rester là à ta place. Et là, tu me dis que mon plan, il a changé. Moi, ça pouvait m'angoisser, mais à mort. Mais est-ce que si on t'avait prévenu à l'avance, genre jeudi prochain, on va faire le cours dehors à cet endroit-là, ça aurait été? Non, parce que non, parce que c'était pas, je me sentais pas en sécurité dehors. Ok, bon bah c'est. Du coup, mais je comprends que ça puisse faire libérer un peu l'esprit, je comprends. Mais ça me fait aussi penser au fait que genre dès qu'il y a un changement, pas forcément dans les salles ou ce genre de choses. Bon, déjà le fait qu'on change de salle chaque année, c'est embêtant. Mais bon, ça c'est moi. Ou genre les tables changent de place aussi et de configuration. Oh, bon, d'accord. Mais que aussi genre sur le long terme, t'as un prof 1 voire 2 ans quand t'es petit, et genre tu t'habitues à la manière de fonctionner du professeur. Aussi parce que t'as besoin d'être normal et bien vu par le professeur, donc tu vas te conformer à certains trucs. Et par exemple, le jour où t'as un remplaçant, c'est la panique intérieure. Et c'est vraiment des journées plus difficiles, autant parce que tu sais que ta classe, il va toujours y avoir un groupe de 3 qui vont faire les imbéciles parce que c'est pas le prof et le remplaçant, mais aussi parce que tu sais plus où sont les attentes de l'adulte auquel tu t'es conformé. Et c'est des journées difficiles et en même temps, ben, tu peux pas prévoir que le prof sera malade, quoi. Mais je reviens juste avant sur ce que tu disais, Ellie, sur le fait de marcher pour mémoriser ou enfin juste le steaming en général. C'est tout con, mais je suis tombée sur Instagram il y a pas longtemps sur une vidéo. C'est une petite fille qui a à sa table, en gros c'est au bout de la table, à peu près là où ses pieds seraient, il y a comme un trapèze métallique sur lequel elle peut poser ses pieds et qui peut se balancer. Donc en fait ça tient, c'est genre totalement... Enfin, comment expliquer ? Un U. Voilà, merci. C'est un U en métal et ça ne fait pas de bruit et elle peut pas aller les taper contre les côtés de la table. Donc c'est parfaitement silencieux et franchement, je pense que ce serait un truc à mettre... Enfin, un truc de ce genre un peu d'office aux tables, un truc qui permette de bouger. Parce que les gens, ils se balancent parce qu'ils ont besoin de bouger. Hein. Alors oui, c'est chiant quand t'es prof, quand tes élèves se balancent et que tu leur dis d'arrêter et qu'ils continuent, mais en vrai, ils ont besoin de bouger. Mettre des trucs comme ça qui seraient silencieux et qui permettraient quand même d'avoir un mouvement et qui dérangerait personne, je pense que ce serait vraiment un truc à faire parce que ce serait plus simple à vivre pour les élèves. Ils pourraient mieux se concentrer, ils pourraient avoir ce truc un peu de steaming et ça dérangerait pas les profs. Ouais.
Mais il y a aussi, j'avais déjà vu le même concept avec un élastique qui est genre tendu entre, je sais pas, les 2 pieds de la table au bout, mais qui du coup, fait pas de bruit et permet d'avoir le mouvement un peu de balancier. Mais de la même manière, genre que les élèves qui se comportent bien et qui sont silencieux aient le droit d'avoir une balle, une petite peluche, un truc comme ça à leur table, je vois pas en quoi c'est un problème. Non, clairement. Dans la deuxième partie, on parlera du travail scolaire, de nos difficultés à comprendre les attentes et les méthodes de travail et de la rigidité de la structure scolaire. On terminera sur comment l'autisme a influencé notre expérience à l'adolescence.